Ça pourrait être le point de départ de notre histoire. Il y a des similitudes. Pour l'industrie, il s'agissait d'un progrès. Pour le monde ouvrier, une aliénation. Le taylorisme, c'était la fin du 19e siècle. Une nouvelle façon de concevoir le monde du travail, le rentabiliser, chaque geste savamment calibré pour gagner en rentabilité. Répéter toujours les mêmes gestes, mécaniser les tâches, toujours plus vite, les tâches les plus élémentaires. La répétition des gestes simples aujourd'hui, ce sont nos mains sur un clavier, une tablette, un téléphone ou un écran tactile. 3 clics, pas plus. Pour acheter un billet de train, d'avion, commander un taxi ou payer ses courses. Ces gestes simples nous permettent de consommer, mais sans le savoir nous font aussi travailler. Car dès lors qu'une de nos actions génère un profit pour une entreprise, cela peut être considéré comme du travail. On appelle cela le travail du consommateur. C'est réfléchi, pensé, conceptualisé. Le consommateur est aujourd'hui devenu un employé idéal. On ne se rend pas compte chaque jour du boulot que l'on abat gratuitement pour le compte des entreprises. On se garde bien de nous prévenir. C'est rentré dans nos habitudes. On bosse sans le savoir. Quand on retire de l'argent à un guichet automatique, par exemple, on fait le boulot du guichetier. Quand on se sert de l'essence, le boulot du pompiste. Quand à une borne interactive, on commande un menu au fast-food, le boulot du serveur. Les consommateurs se trouvent être en général assez disponibles puisqu'ils sont là pour consommer. Ils sont très motivés à ce que la prestation se passe vite et bien. Et surtout, c'est une main-d'œuvre totalement gratuite. Une main-d'œuvre idéale. Une main-d'œuvre idéale pour un employeur, évidemment. Une main-d'œuvre idéale qui dispose d'outils pour travailler, des machines, des automates, de plus en plus perfectionnés. Mais il a fallu nous convaincre pour les utiliser, trouver les bons arguments pour nous mettre au travail. Pour inciter les consommateurs à se diriger vers les dispositifs qui leur sont adressés pour qu'ils travaillent, si je puis dire, qu'ils coproduisent en tout cas, c'est qu'ils vont y gagner du temps, qu'ils vont être davantage autonomes, que ça va permettre de personnaliser le service et enfin qu'ils vont pouvoir acheter, consommer quand ils veulent. Consommer sans perdre de temps, cela peut être séduisant. Quand on fait ses courses en supermarché par exemple, il faut que ça aille vite, sinon c'est assez pénible. Eh bien c'est en s'appuyant sur ce sentiment de pénibilité que les fabricants d'automates ont réussi à nous faire bosser un peu plus. Ils ont réussi à nous convaincre qu'en se mettant au travail, faire ses courses pourrait même devenir un moment agréable, lors du passage en caisse notamment. Le véritable sujet, c'était comment je peux innover pour le consommateur pour améliorer le passage en caisse, fluidifier le passage en caisse et améliorer sa satisfaction dans ce domaine. C'est vraiment le point noir des enseignes de distribution, c'est l'attente en caisse. Alors, pour supprimer l'attente en caisse, les premières caisses automatiques où l'on demande au client de scanner lui-même ses articles avant de les payer sont apparues en France il y a 10 ans. Cet automate est donc censé nous faire gagner du temps, en théorie seulement. Que ce soit pour acheter un billet ou pour scanner des produits, un professionnel en général va plus vite qu'un amateur que nous sommes tous. Donc l'argument de rapidité, il joue essentiellement sur le temps d'attente devant les machines. Or ce temps d'attente, on peut l'observer de temps en temps, est très important malgré tout. Pour commencer, veuillez toucher l'écran ou scanner un article. Face à une machine, chacun a pu en faire l'expérience, ça ne marche jamais vraiment comme on veut. Même ceux qui les conçoivent ont parfois un peu de mal. Je suis client dans un supermarché, je fais donc mes courses. L'avantage avec les systèmes de self-checkout, je suis complètement autonome sur la phase d'encaissement. Je procède donc au scanning de mes articles. Je pose mon article. Et pourquoi je ne le fais pas? Passez les articles devant le lecteur. Normalement, tu les reposes après. Veuillez scanner le code barre de votre bon. Ouais, mais j'ai pas de bon, justement. J'ai dit non. Gagner du temps, pas si sûr. C'est toujours, hélas, un peu plus compliqué que ça. Merci de votre visite. Voilà, donc on va reprendre.
Le consommateur, lorsqu'il utilise une caisse libre-service aujourd'hui, il est acteur d'un acte, d'une mission, d'une fonction, et il a le sentiment de ne pas attendre, de ne pas faire la queue. Or, c'est pas du tout évident qu'il aille aussi vite qu'avec qu'une caisse traditionnelle, mais c'est un sentiment, c'est un ressenti, et c'est ça qui compte. C'est son ressenti, son expérience quand il va faire ses courses dans le magasin. L'avantage, ça débouche un peu, dégorge un petit peu les autres caisses là-bas quand on a très peu d'articles. C'est surtout ça. Ça va plus vite, c'est tout. Ça va plus vite, ouais. Il n'y a pas d'attente. Là, du moins, ce cas-là, il n'y a pas d'attente. Une impression de gagner du temps, au prix d'une certaine complexité. Une impression seulement. Le client est seul face à la machine, des messages à lire sur l'écran, elle lui parle. Avez-vous votre propre sac? Il a envie de lui répondre, mais elle ne l'écoute pas. Passez les articles devant le lecteur. Alors il obéit. Il adopte en fait exactement la même gestuelle que les hôtesses de caisse. Sauf qu'elle scanne en moyenne un article toutes les 3 secondes. Lui, il lui faut un peu plus de temps. En fait, il fait le même boulot, mais moins vite. Il prend sa place. Parce que toutes les tâches qui sont faites par un client, ce sont des tâches qui ne sont plus faites par des salariés. Qui fait que du temps de travail s'évapore au profit, ou pas au profit d'ailleurs, si c'est au profit de ceux qui mettent les automates en place, mais au déficit des employés, des salariés. L'objectif n'était pas de réduire le personnel. L'objectif, c'était vraiment d'apporter un service au consommateur. Et on peut affirmer aujourd'hui, 10 ans après, que les caisses automatiques n'ont pas réduit le personnel en magasin. C'est absolument vérifié. Alors, c'est pas des licenciements secs. Là aussi, il y a de la sémantique. C'est important de bien comprendre. C'est pas des suppressions d'emplois dans le sens où on l'entend brutalement avec des plans sociaux. C'est d'évaporation d'emplois. Et c'est surtout des emplois à pourvoir qui ne sont plus pourvus. C'est-à-dire qu'on va produire les mêmes richesses, on va vendre le même nombre d'articles, mais avec moins de salariés qui travaillent. Donc évidemment, ce sont des postes et des emplois qui disparaissent intrinsèquement. Donc il y a un impact pour moi qui est entre 10 et 15% d'effectifs en caisse, en moins. Une hôtesse ici pour 4 caisses automatiques. C'est 3 emplois de caissier en moins. C'est mathématique. Et c'est très rentable. Une caisse automatique vaut à peu près 15 000 €. Une hôtesse de caisse, elle, coûte 2 500 € par mois à son employeur. Alors, au bout de 6 mois, l'investissement est amorti. Et puis une caisse automatique, ça ne tombe pas malade. Ça ne prend pas de vacances. Ça ne fait pas grève. Et c'est jamais fatigué. Bref, c'est tout bénef pour l'entreprise. Le client fait le boulot, dans la grande distribution, mais aussi dans les aéroports pour retirer sa carte d'embarquement, ou dans les gares, son billet de train. Impossible d'y échapper. Dans le métro, acheter un ticket, charger son pass Navigo. On supprime les guichets par des bornes automatiques, des emplois de première ligne, par la mise au travail du consommateur. Du point de vue des emplois, ce système-là, évidemment, réduit le nombre d'emplois en première ligne. C'est d'ailleurs généralement le but explicite. Ne les supprime pas totalement néanmoins, ça change les professions de première ligne et développe des emplois de conception des dispositifs. Donc plutôt des emplois de cadre, de concepteurs, des emplois intellectuels dans les bureaux qui sont pas sur le lieu de production. En tout cas, à court terme, oui, c'est évident qu'il y a la volonté de réduire la masse salariale des premières lignes. Nous prenons la place de cette main-d'œuvre la moins qualifiée. Tout est organisé pour nous mettre à contribution. Nous avons les outils pour ça. Le téléphone portable. Plus d'un Français sur 2 possède un smartphone aujourd'hui. Internet aussi. 85% des Français sont connectés. Sans en avoir conscience, ces nouvelles technologies nous mettraient donc au boulot. Car nous sommes désormais autonomes pour acheter, réserver, comparer, bref, consommer. Il n'y a plus d'interlocuteurs, plus de vendeurs, plus de conseillers, plus d'agents commerciaux. C'est donc à nous de faire le boulot, et gratuitement. Et pourtant ce travail a bel et bien une valeur. On n'imagine même pas, grâce à ces nouvelles technologies, ce que le travail du consommateur peut rapporter aux entreprises. Pour
Pour prendre un taxi, par exemple, il y a toujours la bonne vieille méthode, qui consiste à arrêter d'un signe une voiture disponible. Il faut bien sûr avoir de la chance. Être patient, ce n'est pas toujours très efficace. Pour commander une voiture, on peut toujours téléphoner. Les compagnies de taxi ont leur centre d'appel. Les taxis bleus Christine, bonjour. Au bout de la ligne, une opératrice prend la réservation. C'est elle qui envoie une voiture à destination. Un taxi au départ de quelle adresse? C'est un métier de mise en relation entre le client et le chauffeur. Un métier qui coûte cher à la compagnie de taxi. Plus de 70% des coûts de réservation. C'est pour un taxi dans l'immédiat, monsieur? J'ai une Volkswagen de couleur noire dans 5 minutes. Aujourd'hui, le consommateur peut prendre la main grâce aux outils numériques. On met à disposition des outils auprès de nos clients pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, prendre en main le service. Notamment, si vous regardez les interfaces de commande de taxi, site internet ou application mobile, on laisse la main au client qui lui-même va saisir la commande, etc. Ça paraît naturel aujourd'hui. Sauf qu'hier, ce métier de saisie de la commande, il était alloué à 100% à des humains qui saisissaient sur une interface informatique. Faire le boulot pour le client, c'est enregistrer son nom, son adresse de départ, la date et l'heure de sa prise en charge. Il peut même enregistrer sa carte bleue. Il saisit les informations utiles à la commande de la course, il devient l'opérateur de saisie. Le téléconseiller, le téléopérateur dans un centre d'appel, hier qui était un téléconseiller de saisie, il saisissait pour le compte du client qui prononçait des phrases, c'est un simple opérateur de saisie. Ce métier va disparaître. Ce métier d'opérateur de saisie va disparaître parce que le client est de plus en plus apte à utiliser ces outils, à faire ce que vous appelez le travail. Alors voilà, en saisissant lui-même sa demande de taxi, il prend en quelque sorte le travail des opératrices. Sa contribution au travail impacte donc directement la masse salariale de l'entreprise. Donc la part de commande par un intermédiaire, un téléconseiller humain, est minoritaire aujourd'hui. Cette part n'a fait que régresser depuis 15 ans. C'est pas nouveau, mais ça n'a fait que régresser. Donc naturellement, il y a eu des réductions d'effectifs. Si je vous donne quelques chiffres, par exemple, en 3 ans, on a réduit 30% à peu près les effectifs de notre centre d'appel. C'est évident. Aujourd'hui, le digital, il supprime, parce qu'il s'attaque en priorité aux tâches les plus simples, il supprime des tâches qui étaient faites hier par des salariés. D'accord, l'adresse de départ, s'il vous plaît, madame. Les entreprises qui mettent à contribution le consommateur peuvent ainsi réaliser d'énormes économies. Cette compagnie de taxi, par exemple, gère plus de 6 millions de commandes chaque année. Elle fait partie des 2 ou 3 grandes compagnies de taxi en France. Eh bien, sur chaque commande réalisée par un consommateur, elle gagne 1 euro. Elle a donc tout intérêt à nous faire bosser. Quant à savoir ce que gagne le consommateur, c'est une autre histoire. Auparavant, on devait attendre, dans les années 90, sur un plateau téléphonique, on devait attendre qu'une opératrice ou un opérateur se libère pour pouvoir passer sa commande. Les clients sont de plus en plus exigeants, naturellement, et ne veulent plus attendre. Et un des avantages du numérique, c'est de ne plus avoir besoin d'attendre la disponibilité d'un humain. Le client est censé aller plus vite que l'opératrice. Encore faut-il que le site internet ou l'application qui lui permet de commander son taxi soit facile à utiliser et qu'il fonctionne. Le nouveau site de la compagnie taxi et son application mobile venaient tout juste d'être conceptualisés. C'était il y a 1 an. L'objectif ? Simplifier la tâche du consommateur. La compagnie a investi plusieurs millions d'euros dans son application et son site internet, qu'il ne cesse de vouloir améliorer. Pour le confort du consommateur, pour qu'il aille toujours plus vite, mais ça ne marche pas toujours très bien. Ça marche pas ? Si, ça marche. Je réfléchis. À quoi ? À ce que je vais présenter. Donc en fait là, pour bien comprendre, vous pouvez soit vous identifier si vous avez un compte, soit renseigner des informations. Voilà. Et si je me déconnecte, ça donne quoi ? Voilà, ça efface tout. Okay. Donc on peut la refaire de cette façon. Cette version du site a été remplacée par une nouvelle, qui apporte d'autres fonctionnalités. Mais au départ, elle aussi n'était pas au point. Bon, je ne comprends pas pourquoi il me fait ça. Attendez, je vais me déconnecter, je vais rafraîchir la page. J'ai un petit message d'erreur. Alors là, si ça ne marche pas, c'est pas possible.
Qui n'a pas éprouvé ce sentiment de solitude face à la machine quand ça ne marche pas? C'est insupportable. Mais aujourd'hui, le site fonctionne et simplifie la prise de commande d'un taxi. Il faut d'abord s'inscrire, puis entrer ses coordonnées, sa carte bancaire. Il est possible de choisir aussi de payer sa course au forfait, avec un prix maximum garanti, ou au compteur. Un peu de boulot au départ donc, mais après, en un seul clic, on peut avoir un taxi, que l'on peut suivre directement sur la carte. Autant d'options que l'on retrouve aujourd'hui sur l'application de la compagnie, qui elle est plutôt efficace. Encore faut-il avoir un smartphone ou une connexion Internet et savoir s'en servir. Si on parle de travail du consommateur, on va avoir les mêmes phénomènes que dans le travail. Si vous êtes compétent pour réaliser la tâche, en général, ça se passe bien. Voilà. En revanche, si vous n'êtes pas compétent ou que vous avez un handicap qui vous empêche de lire ou qui vous empêche de marcher ou de rester debout ou de porter ou de réaliser un certain nombre de tâches sur écran, etc., là, effectivement, vous êtes de facto exclu de cette tâche, ou en tout cas vous y éprouvez beaucoup de difficultés, qui fait que vous pouvez effectivement être exclu de certaines consommations lorsque vous n'êtes pas assez compétent ou que vous n'avez pas une socialisation, par exemple des enfants, ou par exemple des copains, etc., qui vous aident à réaliser la tâche. Aujourd'hui, télécharger une application sur son smartphone, c'est déjà avoir un smartphone, c'est savoir où aller chercher l'application, c'est savoir enregistrer ses données, le profil, le client, enregistrer éventuellement sa carte bancaire et procéder ensuite à l'usage. Ça convient parfaitement à une part de la population qui en attend de ça, d'avoir du service additionnel, de ne pas attendre sur un centre d'appel, d'avoir le suivi de son taxi par exemple, mais ça ne convient pas aujourd'hui à une majorité de la population. Certes, cette part de la population régresse, mais elle reste majoritaire. Donc il faut, et c'est important pour nous en tant qu'entreprise, apporter des solutions également à ces clients qui se sentent exclus par les outils du digital. Si la moitié des Français possèdent aujourd'hui un smartphone, seulement 10 à 15% utilisent pleinement ses capacités. L'apprentissage du numérique n'est pas toujours évident, pour certaines personnes âgées par exemple. Sans oublier les illettrés, ils sont près de 3 millions en France. Et puis surtout, posséder une carte bleue, plus de 10% de la population n'en a pas. Autant d'exclus de ce nouveau mode de consommation. Car il n'est jamais bon pour l'entreprise d'empêcher un consommateur de consommer. Pas question pour autant de revenir aux bonnes vieilles méthodes. Un centre d'appel coûte trop cher, on l'a vu. Alors comment mettre à contribution le consommateur s'il a du mal avec les outils numériques? Pour réserver un taxi, cette compagnie a mis en place ce qu'on appelle la reconnaissance vocale. Il suffit d'appeler un numéro de téléphone, un numéro surtaxé 35 centimes d'euros par minute. Et au bout du fil, un ordinateur analyse ce que le consommateur lui demande. Il y a un an, la compagnie de taxi était encore en phase de test. Le problème, c'est que les clients ne comprennent pas toujours à qui ils parlent. Prononcez le nom de votre ville de départ. Par exemple, dites Paris. C'est à vous. Bonjour, c'est Madame Dupont. Je voulais commander un taxi là. Nous n'avons pas reconnu votre ville de départ. Nous n'avons toujours pas reconnu votre ville de départ. Un conseiller va prendre votre demande. Merci de patienter. Voilà, typiquement la personne n'a pas très bien compris le principe. La machine elle-même ne comprend pas toujours très bien les clients. C'est à vous. Le Valois. Votre ville de départ est bien Villeneuve-le-Roi. Dites oui pour confirmer ou non dans le cas contraire. Enfin, il faut absolument suivre les consignes. Quai du 4 septembre, face au numéro 9, port de Boulogne, péniche Bellerive. Donc là, encore une fois, on n'est pas dans le cadre de la Roco, puisque, comme dans l'exemple, il est dit 13 rue de la République, il aurait fallu qu'il prononce le numéro suivi du nom de la rue. Pendant cette période de test, l'ordinateur ne reconnaissait que 40% des adresses formulées par les clients. Aujourd'hui, il en reconnaît plus de 80%. La transformation numérique, c'est un long chemin semé d'embûches qu'il faut faire
qui est un apprentissage passionnant parce que c'est aussi une remise en question de notre mode de travail. Ça va au-delà de la technologie, vraiment la façon dont on travaille, de la relation avec le client. Donc naturellement c'est passionnant, mais c'est pas évident et on a des difficultés. Il faut avoir les reins solides pour pouvoir continuer d'investir et d'essuyer les échecs. Pas toujours évident de mettre à contribution le consommateur. Les outils pour travailler, ceux qui sont mis à sa disposition, ne sont pas toujours très efficaces. Mais il existe bien d'autres moyens pour exploiter cette main-d'œuvre disponible et gratuite. Après les mains, la tête. L'expérience du consommateur peut être mise à disposition de l'entreprise. L'idée est de faire entrer le consommateur dans l'entreprise, afin qu'il améliore des services, des produits, en exploitant sa connaissance et son expérience client, afin qu'il remplace les services marketing. Cette jeune femme est consultante. Client au cœur est le nom de la société qu'elle a créée. Elle propose une prestation de service aux PME. Son objectif ? Mettre le consommateur au cœur de la stratégie marketing de l'entreprise. Alors ça consiste, si vous voulez, à organiser des communautés de clients. Qui vont faire quoi ? Qui vont collaborer avec l'entreprise. Et donc cette collaboration va consister, alors quel que soit l'objectif que l'entreprise poursuit, que ce soit un objectif d'amélioration de produits ou de services existants, que ce soit de création de nouveaux produits, quel que soit l'objectif poursuivi, on va collaborer avec le client, c'est-à-dire qu'on va le faire rentrer dans l'entreprise et on va lui mettre à disposition ce qu'il faut, soit un espace de travail, soit des outils pour co-créer ou pour collaborer avec l'entreprise pour répondre à ses objectifs. En d'autres termes, elle propose de faire travailler le consommateur dans l'entreprise pour le compte de l'entreprise. Et tout cela gratuitement. On ne paye pas le client. Le client, il est là pour collaborer volontairement. Et donc, le client n'est pas payé. Par contre, on peut lui faire des petits cadeaux. Voilà. Des macarons, des chocolats, des points sur les cartes de fidélité, etc. Voilà, des bons, des remises, des bons de réduction, voilà. Ou alors, on peut aussi organiser de façon ludique une sortie, une visite de quelque chose d'assez typique en rapport avec l'activité de l'entreprise. Voilà. Aucune compensation pour le consommateur, donc. Quant aux chefs d'entreprise, ils sont eux plutôt sensibles à ces arguments. Ce matin, elle a rendez-vous avec le responsable d'une société qui fabrique des maisons en bois. La notoriété est essentielle au business. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, notre stratégie, c'est de créer une marque. Oui. Hein, donc, on est sur la notoriété. Et la notoriété naît le business. Hein. De toute façon, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, aujourd'hui, on est dans la phase où on a observé que Facebook pouvait drainer des contacts, d'accord ? Est-ce qu'on les a exploités ? Non, très clairement. Aujourd'hui, c'est Facebook qui, de lui-même, amène de plus en plus de clients. Une parution peut aller, je regardais tout à l'heure, jusqu'à 2000, 2700 vues. Pour une jeune entreprise, c'est important. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que elle est connue grâce à Facebook et non pas son site internet. Hein. Il y a un vrai vivier. Il y a un vrai potentiel, mais qui n'est pas encore exploité. Et la question, c'est, pour nous, jeunes entreprises, comment exploiter ces contacts ? Si cette entreprise, elle a un message à faire passer ou si elle veut conquérir plus de clients, voilà, elle veut acquérir de nouveaux clients supplémentaires, eh bien, elle peut très bien capitaliser sur une communauté de clients qui va être un peu les représentants, les ambassadeurs de cette entreprise, à la fois dans leur milieu local, mais également sur les réseaux sociaux, et propager donc un message de satisfaction, de qualité autour des prestations que cette entreprise propose. Ce que je peux vous proposer à travers le concept que je propose, qui s'appelle Client au cœur, c'est de travailler vraiment en mettant le client au cœur de votre activité, à la fois d'un point de vue stratégique, opérationnel. La chose sur laquelle vous pouvez capitaliser, c'est aussi sur le pouvoir de recommandation de ses clients, satisfaits de vos prestations. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller identifier ces clients qui sont très satisfaits et qui sont prêts à vous recommander. Et ensuite, une fois qu'on les a identifiés,
c'est de s'associer à eux pour voir comment vous pourriez industrialiser cette recommandation. D'accord? Donc voilà. Et pour en faire des clients ambassadeurs, en fait, qui pourraient recommander votre marque. Son idée, c'est de réunir des clients et les convaincre de faire de la publicité pour l'entreprise. Ils portent un message au nom de la société et le propagent autour d'eux, auprès de leurs contacts ou sur les réseaux sociaux. C'est une sorte de sous-traitance bon marché. Pour une jeune société comme nous, l'importance, effectivement, c'est de mettre le client au cœur du business. N'ayons pas peur des mots, d'accord? Je pense que ça a toujours été, depuis l'ère des temps, le propre des sociétés, d'accord? Donc ça, c'est pas une nouveauté. Maintenant, le mettre à contribution ou en tant que partenaire, ça, c'est une nouveauté. Et qu'il soit lui-même acteur de la propre marque qu'il achète. Donc ça, c'est une nouveauté. C'est pas si évident, hein, mais aujourd'hui, on peut pas faire sans. Quel avantage vous pouvez y trouver par rapport aux stratégies précédentes? En termes de budget marketing, c'est quand même un avantage parce que le client travaille de lui-même pour la marque qu'il achète. Ça m'évitera des frais marketing. Bah c'est on coupe, mais c'est gratos quoi. Vous me le mettez pas celui-là. Non. C'est nouveau quand même qu'un client aujourd'hui travaille de lui-même. Il y a une très forte attente des clients, que ce soit les consommateurs ou même les professionnels, de pouvoir jouer un rôle dans une entreprise dont ils apprécient les produits et la marque. Voilà. Et le meilleur moyen de les valoriser, c'est de capitaliser sur leur intelligence collective, sur leurs idées, sur leur aide et sur leur implication dans l'entreprise. Être reconnu par les marques qu'on aime, ça paraît dingue. Et pourtant, ce discours décomplexé pour justifier la mise à contribution du consommateur a tendance à se propager. Toutes les grandes marques s'y mettent. Au PMU, par exemple. Pour valoriser le client et le faire travailler, on parle de lui comme d'un partenaire de l'entreprise. Aujourd'hui, avec les marques, surtout des grandes marques patrimoniales comme le PMU, que tout le monde connaît, plus avec une dimension émotive extrêmement forte dans la relation avec la marque, on venait vraiment dans un échange, dans une conversation qui s'établit entre la marque et le client. Et si on garde ce côté un peu condescendant de la marque qui va aller donner son produit au client, on est à côté de la plaque. Le vrai sujet, c'est que le client aujourd'hui, il attend un dialogue, il attend la reconnaissance d'un pouvoir qu'il avait jadis avec le commerçant de quartier, parce que s'il en disait du mal dans le village, plus personne n'y allait. De la même façon, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, s'il dit du mal d'une marque, il peut être extrêmement puissant. Et c'est cette relation partenariale entre les deux, au même niveau, qui s'est établie au fil des années et qui revient maintenant, y compris sur des grandes marques comme les nôtres. Le PMU, c'est 5 millions de clients. Paris hippique, paris sportif, poker et autres jeux en ligne. Le PMU rassemble une énorme communauté de joueurs. Une communauté toujours avide d'informations. Alors depuis un an, le PMU a créé une plateforme sur Internet où les joueurs peuvent aller poser des questions et échanger des tuyaux, par exemple. C'est une sorte de forum un peu particulier, animé par quelques clients seulement, repérés, puis approchés par l'entreprise. On identifie parmi notre communauté des clients qui sont donc nos ambassadeurs, puisqu'ils prennent la parole en notre nom, et on considère qu'on leur doit une forme de reconnaissance qui peut passer par simplement une reconnaissance faciale sur la communauté en leur donnant un rôle particulier, mais aussi une reconnaissance en leur donnant des informations qu'éventuellement les autres n'ont pas, parce qu'ils en sont friands. Donc c'est peut-être leur donner un petit peu en avance ou les associer un peu plus que les autres. On ne peut pas toujours associer nos 5 millions de clients à toutes nos décisions. Par contre, on peut avoir des porte-paroles qu'on écoute un peu plus que les autres. Les clients les plus actifs sur le forum deviennent donc les ambassadeurs du PMU. Ils sont une quinzaine aujourd'hui à collaborer avec la marque, comme Bernard, retraité. Et ce sont eux qui répondent aux questions des autres clients pour le compte du PMU. Si je peux répondre sur les questions hippiques et cartes, je réponds. C'est quel type de questions qu'on vous pose? Comment se connecter sur le compte, par exemple? Alors, ce qu'ils font concrètement, c'est qu'ils répondent aux autres parieurs. Donc, ils sont présents sur la communauté, ils vont sur le site web de la communauté, donc quel que soit le vecteur, un PC, une tablette, un smartphone. Ils vont regarder ce qui se dit sur la communauté et ils vont répondre en lieu et place de la marque à des questions qui sont posées par d'autres parieurs. Donc, ils passent du temps pour répondre. Ils vont éventuellement chercher les informations s'ils ne les ont pas.
alors soit auprès de nous, soit auprès d'autres. Et puis, ils vont comme ça scruter ce qui se dit. Et pour nous, c'est un relais extrêmement important auprès des parieurs. Ces ambassadeurs sont avant tout des passionnés qui ne comptent pas leurs heures. Un vrai bénéfice pour la marque. Sont-ils rémunérés? Non, en aucun cas. En aucun cas. Des petits cadeaux, des avantages par rapport à des clients lambda? Aujourd'hui, absolument pas. On ne s'interdit pas de les inviter à visiter les coulisses du PMU, donc plutôt leur donner accès à des coulisses, à des choses que les autres ne voient pas, pour comprendre aussi les contraintes qui sont les nôtres et quelquefois expliquer pourquoi on fait de telle ou telle manière. Pas de rémunération donc. Être ambassadeur, ce n'est pas un travail, c'est une passion très prenante. Un peu le matin, je fais un peu le midi, un peu l'après-midi et un peu le soir. Enfin, 3-4 fois, je fais une visite sur le site. Tous les jours? Tous les jours, oui. Avez-vous le sentiment de faire travailler ces ambassadeurs? Est-ce que c'est un travail ou qu'est-ce que c'est pour vous? En fait, ce qui est intéressant chez les ambassadeurs, c'est que c'est pas nous qui les sollicitons en leur demandant de faire quoi que ce soit pour nous. Et ce qui est très intéressant au PMU, comme pour d'autres marques d'ailleurs, c'est que spontanément, il y a des gens qui vont passer plusieurs minutes, plusieurs heures par jour à scruter ce qui peut se dire sur un produit qu'ils aiment, une marque qu'ils aiment. Donc nous ne faisons que reconnaître quelque chose qu'ils font spontanément. Et je pense que justement, si on allait les solliciter en leur demandant de faire des choses pour nous, on biaiserait et on tarirait à la source cette manne d'informations et cette bonne volonté qu'ils mettent à notre disposition. Une manne, une bonne volonté mise à la disposition du PMU. Autant de termes pour éviter de prononcer le mot travail. Et pourtant, ils apportent bien un réel bénéfice à l'entreprise. Pour le PMU, ces 15 ambassadeurs sont en quelque sorte 15 salariés de moins et des dizaines de milliers d'euros économisés. Dans la relation client, ils seraient même plus performants qu'un salarié. Ils sont aussi beaucoup plus crédibles que certains collaborateurs qui, eux, sont payés par le PMU, par définition. Un client, il a une liberté de parole, une liberté de ton. Donc là, on retrouve vraiment des gens qui disent ce qu'ils veulent et qui sont capables de relayer la parole de la marque, mais sans le côté béni oui-oui ou adoubé par la marque, puisqu'ils sont totalement libres de leurs mots. Une liberté de parole? Pas si sûre. 4 modérateurs employés par le PMU surveillent 24 heures sur 24 toutes les publications du forum, même celles des ambassadeurs. Alors il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Quand vous appuyez sur le bouton publier, c'est directement sur la communauté. Par contre, oui, on fait de la modération classique de tout ce qui est publié. On vient améliorer non. On peut venir apporter des compléments sur des réponses qui peuvent paraître incomplètes pour certains. Ou des fois, ça arrive, certains peuvent se tromper dans l'aide qu'ils ont voulu apporter. Donc, on est là aussi pour rectifier ça. Et puis aussi pour empêcher pour plutôt favoriser un discours positif et agréable pour tout le monde à la lecture. Donc, de la modération, quoi. Pas question de laisser passer un commentaire qui ne soit pas en accord avec les intérêts de la marque. Et oui, l'ambassadeur fait en quelque sorte un peu partie de l'entreprise. Pour toutes ces entreprises, le consommateur est une sorte d'employé modèle. Il est disponible, dévoué, gratuit, compétent. Et il ne se plaint jamais. Mais ce n'est pas tout. Certaines entreprises lui trouvent encore d'autres qualités. En fait, on est une entreprise de service et pour nous, c'est une question de survie de ne jamais s'éloigner des attentes concrètes du client. Et on a beau penser toujours savoir ce qu'attendent nos clients, en fait, on a souvent tort. Et le meilleur moyen de ne pas se tromper, c'est vraiment de mettre le client au cœur de nos décisions. Mettre le client au cœur, ça devient une obsession. Chez Bouygues Télécom, ils industrialisent même le procédé. L'opérateur téléphonique a créé il y a quelques années un comité de clients qui se réunit une fois par mois. Certains sont sur place, d'autres en visioconférence. Mince, c'est dommage que les bonus, on ne les voit pas tout de suite quand on se connecte. Dans les boutiques, il faut qu'ils poussent plus. Ouais, c'est bien. Ils sont chargés sur les forums ou les réseaux sociaux de recenser tous les dysfonctionnements de l'opérateur. Ensuite, on attend d'eux qu'ils proposent des solutions, des idées pour améliorer les services. Leur collaboration est quotidienne sur Internet, plus ces réunions mensuelles. Un boulot à part entière donc. Et pour y postuler, ils n'ont pas manqué de candidats.
On a simplement fait un appel au volontariat sur notre page Facebook. On s'attendait à ce que quelques dizaines de personnes aient envie avec nous de participer à l'évolution de Bouygues Télécom, à l'évolution de nos offres, de nos processus, de notre façon de travailler tout simplement. Et en fait, on a été très surpris. En 10 jours, on a eu 1500 volontaires qui chacun nous ont envoyé non seulement leur volonté de participer, mais aussi une petite bio et une lettre de motivation d'une certaine façon pour nous expliquer pourquoi ils avaient envie de participer à cet événement. Ils sont une vingtaine dans toute la France à participer à ce comité de clients. 3 d'entre eux se sont déplacés aujourd'hui. Michel, dentiste, Johan, lycéen, et Samira, programmatrice. Mais qu'est-ce qui les motive ? Faire avancer une entreprise comme ça, en l'aidant dans sa relation avec ses clients, et en même temps, nous, en découvrant en tant que clients comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise, c'est une opportunité exceptionnelle. Construire avec Bouygues. Enfin, nous, on apporte un plus, je pense. Le fait de servir d'interface entre le grand public client Bouygues Télécom et les techniciens, voire les commerciaux de Bouygues Télécom, est en soi-même quelque chose de valorisant pour soi-même. Être représentant d'une classe sociale ou autre est toujours quelque chose qui fait avancer l'être humain, je pense. Oui. Et c'est là où j'ai vu, quand j'ai cliqué sur options, qu'il y avait des bonus. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que les bonus font dans les options ? Je me suis demandé si moi-même, je prendrais comme ça du temps personnel pendant des heures parfois pour aider une entreprise. Et en fait, il y a des sujets qui me passionnent et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu la mécanique pour ceux qui nous rejoignent. Il y a des gens qui sont passionnés par les télécommunications, qui adorent l'usage du smartphone et de la box, donc qui adorent en parler. Donc ils sont pas en train de travailler, ils sont en train d'échanger autour de leur passion. Donc finalement, c'est comme s'ils étaient au café en train de parler de cinéma, ils sont sur un forum en train de parler de box parce que ça les éclate. Vous êtes des geeks, vous avez des passions de télécom, quelque chose qui vous intéressait ? C'est pas une passion en tant que telle, c'est les télécoms, geeks, non, je ne me considère pas comme ça. Je suis plutôt, lambda, je pense. Oui, bon, moi, par contre, je suis un grand fanatique de technologie en général et de télécommunications en particulier, mais ça pourrait être une autre entreprise sans souci. Hein. Pourquoi ça passer du temps, pourquoi s'investir ? Qu'est-ce qui vous motivait ? Parce que vous n'avez pas de relation particulière avec Bouygues. Bouygues est une entreprise commerciale. Qu'est-ce qui fait qu'on ait envie de s'investir en tant que client ? Parce que Bouygues nous donne la parole. Et la satisfaction est là, c'est qu'on... On vous écoute. On nous écoute. C'est cette reconnaissance qui vous... Je pense que vous motive. Personnellement, en tout cas, ça me motive, oui. Ça me motive. C'est valorisant pour soi-même et ça permet de grandir aussi et surtout de faire grandir soit une offre, soit même l'entreprise qui nous demande notre avis. C'est sûr que le métier de consultant est un métier. Nous, on nous le propose bénévolement. Et c'est vrai qu'après tout, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Un besoin de reconnaissance, une écoute. Et c'est ainsi que l'on arrive à convaincre les consommateurs de bosser gratuitement, sans jamais leur donner l'impression de travailler. Parfois, moi, j'aurais l'impression de ça. Je vais les prendre après le travail, il est 18h, ils viennent de rentrer du boulot, et puis ils vont passer 2 heures avec nous en visio à travailler sur le process d'amélioration des offres de remboursement de Bouygues Télécom. Et en fait, c'est eux qui me convainquent du contraire d'une certaine façon, parce qu'ils s'amusent quand ils le font. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils s'éclatent, ils sont vraiment contents de participer. Et ce qui est étonnant, c'est qu'eux-mêmes prennent parfois la posture, pour certains d'entre eux, de défendre Bouygues Télécom plus que moi je le ferais, en fait. Vous avez le sentiment parfois d'être dans l'entreprise ? Vous pouvez dire, nous, chez Bouygues Télécom ? Oui. Et je pense qu'effectivement, cette sensation est due au travail des web managers et d'ailleurs de l'ensemble des collaborateurs que nous avons pu rencontrer. Ils nous prennent vraiment à part entière comme étant leurs collaborateurs. Et donc forcément, on a tendance à s'assimiler un peu à eux. C'est-à-dire qu'ils se mettent vraiment à notre place. Et il y a une espèce de jeu de rôle, finalement, un peu comme un jeu d'entreprise. Et je pense que pour eux, c'est ludique. Il y a un vrai plaisir à échanger entre eux, à échanger avec nous, et à voir qu'ils ont du pouvoir sur le mode de fonctionnement de Bouygues Télécom. C'est vrai que ce n'est pas eux qui prennent les décisions à la fin, que c'est à nous de trancher. Mais néanmoins, ils ont vraiment la sensation qu'ils nous ont influencés. Et quand on prend vraiment au pied de la lettre ce qu'ils nous ont dit, il y a une grande fierté. Donc, je crois qu'ils ne vivent pas ça comme du travail. Je vois surtout de la passion, moi, et beaucoup d'amusement dans tout ça. Là, on a parlé du fonctionnement qui est effectivement un point clé, parce que c'est bien d'avoir un bonus, mais s'il ne marche pas derrière, c'est un peu dommage.
Si vous avez une idée du truc qu'il faut faire pour que vraiment chacun ait accès à ce truc-là... Est-ce que vous avez le sentiment de travailler pour Bouygues Télécom? Non, personnellement pas. Non, travailler, non, certainement pas. Nous ne sommes ni rémunérés, ni même, on ne va pas dire, ni même chouchoutés. Nous payons tous nos abonnements. Donc, il n'y a pas de... C'est pas un travail, non. C'est pas parce qu'il n'est pas rémunéré que c'est pas un travail. C'est-à-dire que... Oui, c'est vrai. Non, vous avez raison, effectivement. C'est un investissement personnel, mais que chacun doit faire. Chacun fait le choix de s'investir plus ou moins, mais chacun est libre de s'investir plus ou moins. On nous demande un avis, on le donne, et il est suivi des faits, donc forcément c'est une collaboration. Même si elle n'est ni pécuniaire, ni même... ouais, non, il n'y a pas d'intérêt. Pour nous, il n'y a pas d'intérêt majeur, hormis... on va dire la gloire. Allez, soyons fous. Soyons fous. On en est donc là aujourd'hui. Ne faut-il pas être un peu fou pour travailler gratuitement pour un grand groupe du CAC 40 et y trouver de la gloire? Quant à l'intérêt de Bouygues... Je ne vais pas pouvoir vous parler de ROI, de retour sur investissement. On ne gagne pas de l'argent selon les trébuchants en faisant ça. Mais tout simplement, si on s'éloigne des attentes concrètes de nos clients, à terme, on est sûr de mourir. Et donc c'est un investissement qui est forcément utile et nécessaire puisqu'il nous permet de coller au plus près de leurs attentes. Et en collant au plus près de leurs attentes, on les satisfait. Donc on les fidélise. Donc on a des clients heureux, mais on a surtout une entreprise qui fonctionne et qui conserve ses clients. Une société marchande qui ne nous laisse plus d'autre choix que celui d'être autonome pour consommer. Les automates, les smartphones, tablettes et autres sites internet. Une société marchande qui veut nous convaincre que c'est pour notre bien, que l'on va gagner du temps, que c'est pour notre confort, que pour être pleinement satisfait de ce que l'on consomme, mieux vaut encore participer à la production, à la conception. Une des formes de mise au travail du consommateur, c'est ce qu'on appelle en anglais le crowdsourcing, c'est-à-dire la captation dans la foule, que ça peut être des informations, des vidéos, des blogs, enfin des choses qui ont une valeur marchande, qui sont essentiellement immatérielles. Et ce système a été théorisé, pourrait-on dire, par un praticien qui s'appelle Jeff Howe et qui, à cette époque-là, il y a 10 ans maintenant, Jeff Howe disait c'est formidable parce que le crowdsourcing permet de faire travailler des gens encore moins payés qu'un Chinois ou un Indien. Donc il comparait, si vous voulez, cette main-d'œuvre gratuite qu'est le consommateur à des sous-traitants qui avaient déjà la réputation d'être fort mal rémunérés. Mais certaines entreprises ont trouvé encore d'autres moyens pour exploiter la bonne volonté du consommateur. Alors l'idée de départ, elle est toute simple. Elle est venue de mon envie personnelle de moi-même faire un petit peu de bénévolat. J'en avais fait par le passé. Je me suis dit, je vais recommencer. Donc j'ai contacté des associations. Et assez vite, j'avoue que je ne me suis pas reconnue dans le bénévolat classique associatif. Donc à ce moment-là, avec un ami qui était un petit peu dans la même configuration que moi, on s'est dit, finalement, si on arrivait à inventer un site internet qui mette en relation d'un côté des personnes qui ont besoin d'aide et de l'autre des gens qui veulent aider près de chez eux et ponctuellement, on arrivera peut-être à apporter une petite contribution au monde. Ça marche, hein ? Utiliser les capacités du net pour mettre en relation des consommateurs prêts à travailler les uns pour les autres. S'entraider gratuitement, sans contrepartie. Le site est en ligne depuis 2 ans. Il suffit de s'inscrire, formuler une demande, bricolage, garde d'enfants, accompagnement scolaire, ou proposer son aide, coaching, garde d'animaux, dépannage informatique. Le site géolocalise l'internaute, puis lui propose des petites annonces à proximité de chez soi. Il répond a priori à un besoin, celui de consommer du service autrement peut-être. Il y a une vraie demande de bénévolat direct. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'il y a plus 30% en 3 ans de personnes qui aident en fait de façon directe, c'est-à-dire sans passer par du bénévolat associatif. Ils vont aider des proches, pas des gens de leur famille, mais ils vont aider des voisins, des personnes, je dirais, sans passer par du bénévolat classique. Il y a quand même, il ne faut pas oublier, 20 millions de bénévoles en France. C'est-à-dire que plus de 40% des personnes en fait majeures font aujourd'hui du bénévolat. La moitié dans un cadre associatif et la moitié de façon directe. 20 millions de bénévoles, une croissance de plus de 30% en 3 ans. Voilà plus un discours marketing qu'un discours d'humaniste. Les consommateurs inscrits sur le site, eux, ont pourtant bel et bien l'impression de participer à une nouvelle façon de consommer. Moi, je voulais donner de mon temps sur différents sujets. Lesquels, par exemple ?
aide aux devoirs, faire des courses pour des personnes âgées, enfin des choses comme ça. Et puis du coup, j'ai vu qu'il y avait l'équilibre entre je donne de mon temps et puis je peux me faire aider aussi. Je trouvais ça intéressant parce que je me suis dit, bah oui, moi aussi j'ai un certain nombre de travaux sur lesquels on pourrait m'aider. Bonjour Johan. On regarde là dans la salle de bain, tu sais, c'est le porte-manteau. Ah, et puis tu vois, il doit manquer une vis là. Ok, sans problème. Sans problème. Trop facile. Trop facile. Ouais, écoute. Moi, je bricole si je peux aider des personnes, pas tout le temps, mais de temps en temps. Bah, je vois pas pourquoi je pourrais pas le faire, quoi. On peut tous s'aider, donc du coup, donner un coup de main, ça, voilà, ça me fait plaisir de faire partager et pouvoir aider, voilà. Ça paraît tout bête, mais voilà, et là, c'est solide. Moi, ce que j'ai trouvé très sympa, c'est ça. C'est effectivement un échange, finalement, de services, gratuit. Voilà, à un moment donné où quand même les choses coûtent extrêmement cher, que ce soit dans le bricolage ou autre. Donc bon, au-delà de l'aspect financier des choses, il y a en plus le côté plutôt sympa d'être en relation avec des gens qu'on connaît pas et voilà quoi. Dans la chambre de ma fille, les tiroirs, tu sais, qui partent un peu en... Exactement. Ce site recense aujourd'hui plus de 12 000 inscrits. Près d'une demande sur deux reçoit une proposition. Une communauté donc très active, qui dans l'industrie du web est une véritable source de profit. Dans la web économie, qu'est-ce qui est valorisé aujourd'hui? C'est la création de communautés, en fait, ce qui est le plus difficile à faire et qui est ensuite le plus valorisé. C'est-à-dire arriver à créer des communautés de gens qui sont vraiment impliqués les uns avec les autres. Et pas juste, on peut imaginer un site qui aurait 100 000 inscrits. Si les gens sont juste inscrits mais n'y vont jamais, ça n'a pas de valeur. Voilà. Ce qui a de la valeur, c'est une communauté importante et engagée. Une communauté importante et engagée est une communauté qui livre beaucoup d'informations sur elle-même. Ces informations sur le marché des données personnelles se revendent à prix d'or. En moins d'un an, la valeur de sa boîte a été multipliée par 8. À combien votre société est-elle valorisée aujourd'hui? Vous avez une idée un petit peu en peu de temps comme ça? Oui, alors j'ai une idée parce qu'en fait on est en train de faire une deuxième levée de fonds. Il y en a eu une première il y a quelques mois où sont rentrés 2 investisseurs privés. À cette époque-là, la société était valorisée 500 000 €. Et aujourd'hui, on fait une deuxième levée de fonds. Et là, dans ce cadre-là, on est aussi obligé de valoriser l'entreprise pour dire à combien vaut la part, si je puis dire. Et la société est valorisée à 850 000 € aujourd'hui en ce qu'on appelle en pré-monnaie. D'accord. Pour un investissement de départ de combien? Alors moi, j'ai mis 50 000 € et mon associé 50 000 également. D'accord. Une communauté de consommateurs qui bossent gratuitement les uns pour les autres. Ça rapporte donc encore de l'argent. Surtout pour celui qui est à l'origine du site. Donc, est-ce qu'on peut dire que le bénévolat, c'est rentable? Je vais être franche avec vous, je ne le fais pas du tout pour ça. J'ai effectivement fait le choix de créer une entreprise privée, une SAS, et pas une association, parce que je suis plutôt quelqu'un d'entrepreneur, et que ça correspondait, je dirais, mieux à ma mentalité, à ma façon de fonctionner. Mais je le fais vraiment dans un but très social. C'est-à-dire que j'ai envie que Welp puisse aider, de la façon dont elle le pourra, mais aider à contribuer à rendre le monde un petit peu meilleur. Toujours ce même discours derrière lequel se cachent les entreprises. Un discours à base de bons sentiments. Pour consommer, on nous convainc de bosser gratuitement. On est peut-être plus autonome. On gagne parfois un peu de temps. De toute façon, on ne peut plus y échapper. On peut seulement être moins dupe avant de se remettre au travail pour consommer.